Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Aujourd'hui, je ferai une review du livre qui a changé ma vie. Bon, c'est un peu prétentieux, mais c'est un livre qui est pour moi la pierre angulaire de ma philosophie d'investissement. Parce que c'est la première fois que je l'ai lu, ça m'a parlé directement. Et très souvent, quand j'ai entendu des critiques de ce livre-là, enfin quand je parle de critiques, surtout des critiques négatives, parfois je me suis dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal lu? Mais pourquoi est-ce que certaines personnes ont une compréhension différente de ces livres-là? Et très souvent, je me suis rendu compte, la finalité est la suivante, c'est que les gens, quand ils lisent un livre en matière d'investissement, ils cherchent la formule magique qui n'existe pas en fait. Ça n'existe pas du tout. Et si vous êtes encore à la recherche de la formule magique, ça n'existe pas. Arrêtez de chercher. Vous ne trouverez jamais de formule magique parce qu'il n'y en a juste pas du tout. La seule formule magique, en fait, si on peut le dire, dans une certaine mesure, c'est la lecture. L'accumulation perpétuelle des connaissances, qui revient ici à ce qu'on appelle l'investissement à long terme. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'investisseur intelligent. Et déjà, dites-moi, si ce type de vidéo vous intéresse, je pourrais faire des reviews de livres que j'ai, enfin, certains livres qui ont eu tendance à marquer mon parcours d'investisseur. Parce qu'il y a un livre comme celui-ci, comme l'investisseur intelligent, j'ai l'habitude de relire certains chapitres chaque année. Et ce n'est pas c'est vrai. D'accord? Il y a des chapitres qui sont juste intemporels. Et je peux également vous donner un tip, c'est quand vous remarquez qu'il y a un livre en matière d'investissement qui est très populaire, qui n'a pas été réédité, prêtez attention. Ça me rappelle ici le livre de Margin of Safety de, comment il s'appelle, Seth Klarman. Vous savez combien coûte ce livre-là? Je pense qu'on a actuellement à des dizaines de milliers de dollars parce qu'il y a uniquement eu une seule édition. Et en réalité, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a eu une seule édition. Dans le sens où en réalité, ça devient comme un... Si le livre a de la valeur, vous allez l'acheter dès le début. Vous allez le lire, vous allez bénéficier des conseils à l'intérieur. Et en réalité, le livre en lui-même, le prix que vous avez déboursé pour lui sera un peu plus élevé dans le futur. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de deuxième édition sur Margin of Safety. C'est un livre où il n'y a pas de mathématiques ou de formules mathématiques, mais c'est un livre, il est essentiel. En tout cas, pour ceux qui sont dans le value investing, mais de manière générale, tout investisseur est un value investor. Je le répète, tout investisseur est un value investor. Parce qu'on cherche essentiellement quoi? Acheter quelque chose pour moins que ce que ça ne vaut réellement. C'est tout. C'est le principe même de l'investissement dans la valeur. Donc, pour ceux qui opposent souvent l'investissement de croissance à l'investissement value, pour moi, personnellement, je ne comprends pas la différence entre les deux. D'accord? Parce que ça va dans le même sens. En tout cas, quand je dis je ne comprends pas la différence, c'est une façon de parler. Mais pour moi, les deux vont dans le même sens. Il n'y a pas de value, il n'y a pas de growth. Je ne comprends pas ça. Les deux vont ensemble. Valeur sans croissance, ok, est un value trap. Croissance sans valeur, on court également le risque de faire un mauvais investissement. Donc, on va commencer. Alors, en 1949, après de 60 ans, Benjamin Graham publie L'investisseur intelligent. Un ouvrage qui allait devenir une référence incontournable dans le domaine de l'investissement. Bon, précisément en matière de stock picking, mais même si vous faites des ETF, c'est la philosophie derrière qui devrait vous parler. Mais n'allons pas très vite. Ce livre visait à rendre les concepts de Graham accessibles à un public plus large, en mettant l'accent sur les principes d'investissement et l'attitude, en mettant l'accent sur les principes d'investissement et l'attitude. Donc ici, on parle de psychologie, d'accord, de l'attitude de l'investisseur plutôt que sur les détails techniques. Et donc, si vous lisez l'investisseur intelligent pour avoir la formule magique, c'est comme par exemple, il y a des gens qui... Et excusez-moi, mais la première fois que j'ai lu ce livre, la formule de Graham qu'on mentionne dans ce livre-là, je ne l'ai jamais pris en considération. Mais ça m'a étonné que certaines personnes le prennent en considération. Ils se disent que non, Graham avait dit ça, c'est juste une indication. OK? Parce que s'il y a une chose que ce livre vous apprend à faire, c'est de penser, vous encourager à penser par vous-même. Parce que si vous n'arrivez pas à penser par vous-même, ne faites jamais de stock picking. Ça ne sert strictement à rien du tout. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que
quand vous allez vous retrouver en difficulté parce que vous avez acheté une action, et quand je dis vous retrouver en difficulté, c'est parce que le prix d'une action, est inférieur au prix que vous avez payé. Vous allez avoir tendance à vous poser 1 milliard de questions et très souvent des très mauvaises questions. Or, si vous avez la bonne méthodologie dès le départ, ça va être plus facile. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours raison. En réalité, personne n'a toujours raison parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours raison. C'est pour ça que j'entends souvent des gens dire « Ah ouais, tu t'es trompé ici, tu t'es trompé là. » Ben oui, mais si on prend l'ensemble des éléments sur des entreprises sur lesquelles je ne me suis pas trompé, est-ce que je gagne plus d'argent ou moins d'argent? J'aurais même pu me tromper sur 100 entreprises, mais s'il y a une seule sur laquelle j'ai eu raison, je pourrais clairement ici rattraper toutes les pertes accumulées sur les 100 entreprises précédentes. Donc, il y a plusieurs manières de voir les choses. Le fait de regarder ici les performances de X, c'est pour ça que je vous dis toujours une chose, c'est que votre but n'est pas de battre le marché. Quelqu'un m'a dit dernièrement que, mais Thierry, si ton but n'est pas de battre le marché, achète un ETF. Non. Pourquoi je vais acheter un ETF? Pour avoir moi je recherche des certitudes en termes de probabilité. Donc, est-ce qu'un ETF peut me garantir un 10% en croissance, un 10% en moyenne sur les 30 prochaines années? Je dirais non. Pour moi, ça sera un non. Tout simplement parce que la façon dont certains ETF sont structurés ne m'arrange pas énormément. Et j'ai le choix, d'accord, de faire ce que je veux avec mon argent. Parce qu'avant tout, c'est quoi? C'est ma retraite. Ce sont mes objectifs financiers. Vous ne savez pas, peut-être que j'ai envie d'acheter une maison dans l'année prochaine. Et c'est la raison pour laquelle j'investis de la sorte depuis 10 ans. J'ai peut-être envie d'envoyer mon enfant, de mettre de côté de l'argent pour que mon enfant puisse acheter, ou bien mes enfants puissent acheter chacun leur résidence principale dans 20 ans. Est-ce que vous pensez que je vais me comporter de la même sorte que quelqu'un qui investit juste parce que voilà, une action monte ou descend ou baisse? Non, pas du tout. C'est un peu plus loin que ça. Rappelez-vous du nom de la chaîne. Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Entre parenthèses, lisez vos rapports financiers. Et si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, 25% de réduction jusqu'au 31 du mois de janvier 2025. Mais si on revient ici à ce dont on parle, en réalité, le stock picking n'est pas difficile. C'est la patience qui prend beaucoup de temps. L'aspect psychologique prend énormément de place. Vous ne vous rendez même pas compte. Donc, quand vous me dites souvent, « Ah, Thierry, est-ce que c'est le moment d'investir sur X ou Y ?» Je n'en sais rien du tout parce que quantitativement, ça peut être intéressant, mais en lisant les rapports financiers, il y a peut-être 2 ou 3 éléments qui peuvent m'encourager à ne même pas regarder cette compagnie-là. Or, mon but n'est pas de lire les rapports financiers pour toute entreprise parce que lire les rapports financiers, ça vous prend au moins, je dis bien au minimum, 1 heure de temps. Juste lire les rapports, même pas écouter les conférences call. Lire les rapports financiers. Ça vous prend à peu près 1 heure de temps. Si vous lisez patiemment. Et si vous avez l'habitude d'annoter. Donc, c'est rémunérateur, surtout quand on a une bonne méthodologie. Mais ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, on gagne. Le plus important, c'est d'être assez humble pour reconnaître qu'on s'est trompé. Mais continuons, parce que le but de cette vidéo, c'est de faire une review ici sur le livre concernant l'investisseur intelligent. Parce que je considère que c'est un livre très important. Et si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le dès aujourd'hui. Achetez-le, commandez-le. Je n'ai pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit. Tapez juste l'investisseur intelligent, version révisée. Je pense même qu'il y a une autre version qui est sortie tout dernièrement, je pense, soit en 2023 ou en 2022, entre les deux. Bref, on continue. Warren Buffett, qu'il a découvert à 19 ans, le considère comme le meilleur livre jamais écrit sur l'investissement. Donc, il dit ceci, donc c'est une opinion qu'il maintient encore aujourd'hui à plus de 90 ans. Et je vous vois déjà venir. Ah, mais Warren Buffett ne bat pas le marché depuis nanani nanana. Essaye juste de faire la même chose sur une longue durée, avec à peu près le même capital qu'aujourd'hui. Et tu verras la différence. 300 milliards, vous pensez qu'il a énormément d'opportunités d'investissement? Non. Impossible. Au contraire, il a un problème qu'on aimerait tous avoir. Trop de cash. À ne plus savoir quoi en faire. Donc son but aujourd'hui, c'est peut-être d'acheter des entités globalement. Or, si le prix n'est pas correct, il attendra patiemment. Chose que vous ne pouvez pas faire.
Chose qui sera très difficile pour certaines personnes. Enfin, il est très difficile pour certaines personnes ici de s'asseoir sur leur montagne de cash en attendant les opportunités. Parce que l'opportunité peut être définie de plusieurs manières. Bref, Jason Zweig, qui est le journaliste financier réputé, c'est un journaliste financier réputé qui écrit généralement ici pour le Financial Times, pour le Wall Street Journal, l'a lu pour la première fois en 1987 et l'a jugé exceptionnel au point de réaliser une édition mise à jour en 2003. L'édition de Zweig conserve le texte original de Graham tout en ajoutant des commentaires à chaque chapitre. Et donc, ça vous permet de comprendre, parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais le livre est vieux, les exemples sont vieillots, c'est vieillissant. » Non, ce n'est pas, c'est la philosophie d'investissement qu'on recherche. D'accord? La manière de voir, la manière de penser en tant qu'investisseur, c'est ça. En fait, c'est la quintessence même de ce livre-là. Donc, cette approche permet une analyse comparative entre les perspectives historiques et les événements de marché plus récents. Donc, les points clés incluent, premièrement, les premiers chapitres examinent les leçons historiques de l'investissement. Deuxièmement, le chapitre 8, à savoir l'investisseur et les fluctuations du marché, est particulièrement mis en avant par Buffett. Et pour moi également, c'est l'un des chapitres les plus importants. C'est un chapitre que vous devez lire et relire à chaque moment de doute. Parce qu'il y a une chose, dans le chapitre 8, vous allez vous rendre compte que le marché est là pour vous servir. D'accord? Ce n'est pas le contraire. Au début, quand je faisais des vidéos sur YouTube, je disais toujours, j'attends un prix de X, j'attends un prix de Y. Les commentaires que je reçois, oui, mais l'action ne fait que monter. Tu vas rater une opportunité. Nanani, nanana, non. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir quels sont mes objectifs en termes de rendement? Je vous les ai dit, je vous le dis aujourd'hui, c'est 15% en moyenne. Moi, j'ai envie de faire du 15% en moyenne sur 5 ans, donc doubler mon capital sur 5 ans. Ça me permet d'atteindre mes objectifs financiers. Et si tu te vois déjà en train de me comparer par rapport à la performance du S&P 500 en 2024, ce n'est pas le bon indicateur. Parce qu'ici, nous sommes sur une période exceptionnelle. Et encore, quand tu regardes en termes de pondération, c'est également une période exceptionnelle. Donc, la pondération par rapport au secteur d'activité. C'est tout à fait normal que le S&P 500 ait une performance pareille, surtout et se négocie à un niveau de PER extrêmement élevé, parce que si tu prends le S&P 500 équipe pondérée, ça sera totalement différent. Après, le S&P 500 ne représente pas le marché. C'est quoi le marché? Vous pensez que quelqu'un qui investit sur LVMH doit se comparer au S&P 500? Est-ce que LVMH fait partie du S&P 500? Donc, il y a beaucoup de désinformation dans ce monde. Et parfois, pour moi, il y a des choses qui me semblent tellement logiques. Et quand je vois à peu près comment est-ce que certaines personnes réagissent face à une information particulière, je me dis qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a des gens qui ne lisent juste pas du tout. Je ne parle pas de toi particulièrement, ok? Mais, je veux dire, il faut se remettre en question continuellement. De toute façon, quand on investit, quand on commence à faire du stock picking, je ne parle pas pour ceux qui achètent des ETF, quand on commence à faire du stock picking et quand on essaye de... Quand on commence à lire à peu près sur le secteur, sur la matière, enfin, quand on commence à accumuler des connaissances en matière de stock picking, ce qui est bien, c'est qu'on sait à peu près sur quel domaine on doit travailler un tout petit peu plus. Ça nous permet ici d'éviter des questions, entre parenthèses, bêtes. En réalité, il n'y a aucune question n'est bête. D'accord? Si après 10 ans, vous lisez des rapports financiers et que vous demandez toujours est-ce que je dois investir sur telle entreprise, bon, là, il y a quand même moyen de s'inquiéter. Mais je sais une chose, c'est que ceux qui ont commencé à lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, ces personnes-là, et déjà, je vous encourage en commentaire de cette vidéo de dire à peu près, surtout ceux qui ont développé cette habitude-là en regardant cette chaîne-ci, je vous encourage en commentaire à nous mentionner, à nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté en plus. Et si ça ne vous a rien apporté également, témoignez en commentaire. Peut-être qu'ici, on est en train de faire fausse route. Mais en tout cas, pour le moment, mon portefeuille me remercie énormément d'avoir pris la décision d'uniquement me concentrer sur l'analyse fondamentale. Je n'ai pas parlé d'analyse quantitative, j'ai parlé d'analyse fondamentale. Troisième point, le dernier chapitre, à savoir la marge de sécurité, est le deuxième choix clé de Buffett. La marge de sécurité, c'est essentiellement acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut.
et se garder une assez bonne marge de sécurité. La marge de sécurité, c'est essentiellement si une entreprise vaut $100, tu l'achètes à $80 parce que tu te dis ici que bon, le $80 ici, c'est la prime que je paye par rapport à ma propre ignorance. Et après également, si ça se passe bien, je pourrais récupérer ce $80, ce 80%, enfin, pas le $80, mais le 20%. Si j'achète une entreprise si une entreprise a une valeur de $100 et que je l'achète par exemple à $80, on a un $20 de différence ici. Le $20 de différence ici, c'est pour me protéger contre ma propre ignorance. Mais également, ça pourrait servir ici de plus-value supplémentaire si j'ai raison. OK? Donc, le chapitre concernant la marge de sécurité ainsi que celui concernant ici l'investisseur et les fluctuations du marché, ce sont des chapitres importants à lire et à relire. Donc, les chapitres 9 à 19 développent ces principes à travers des exemples plus accessibles que dans Security Analysis. Security Analysis, c'est la version, c'est un peu comme une version plus fournie de l'investisseur intelligent. Si vous lisez l'investisseur intelligent, c'est la version light de Security Analysis. Et je vous recommande vivement, chaudement de lire Security Analysis. Mais je sais que c'est pour des personnes qui ont déjà une connaissance intermédiaire sur le domaine. Vous allez me dire ici que oui, mais il y a des parties qui ne sont pas intéressantes. Mais qui vous dit qu'on lit un livre du début à la fin? Il y a des parties qui nous intéressent plus que d'autres. Mais le plus important déjà, c'est d'identifier ces parties-là. OK? Alors, les principes fondamentaux. L'investisseur intelligent met en avant deux principes essentiels. L'importance de la marge de sécurité en matière d'investissement, ainsi que l'utilisation des fluctuations de marché, savoir les fluctuations de marché ici sont personnifiées par Mr. Market pour acquérir des titres à des prix avantageux. Le marché est là pour vous servir. Si je veux acheter LVMH à 50 €, c'est mon droit, c'est mon avis, d'accord? LVMH peut ne jamais se négocier à 50 €, que ça ne sera pas plus grave que ça. C'est mon avis, c'est mon choix, c'est celui qui me permettra de bien dormir. C'est le prix à partir duquel je pourrais peut-être bien dormir la nuit. C'est un exemple, hein, parce que je vous vois déjà venir. Et je vous renvoie à la vidéo concernant ici le concept ici des actions religieuses. Pour ceux qui vont me dire, ouais, mais LVMH ne va jamais atteindre 50 €. Qu'est-ce que tu en sais? Les certitudes en bourse n'existent pas. D'accord? Donc, calmons-nous. Donc, très important, l'importance de la marge de sécurité en matière d'investissement, l'utilisation des fluctuations de marché personnifiées par Mr. Market pour acquérir des titres à des prix avantageux. Vous décidez à quel prix vous voulez acheter X, Y ou Z. Pourquoi? Parce que X, il y a un prix à partir duquel vous êtes à l'aise de détenir une entreprise et à partir duquel le prix en question pourrait vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers si la thèse d'investissement est validée par le marché. Parce que, monsieur, le marché se lève un matin, il vous vend une entreprise de merde à un prix extrêmement élevé. Le lendemain matin, il vous vend une entreprise extrêmement qualitative à un prix extrêmement bas. Votre choix, votre rôle est d'identifier et de faire la différence entre les entreprises de merde et les entreprises qualitatives. Et de déterminer quel est le prix, à partir de quel prix vous pourrez acheter ces compagnies-là. C'est pour ça que dès le début sur cette chaîne, j'ai toujours mis un point important sur l'évaluation. Et l'évaluation, c'est la partie la plus facile. Pas besoin de s'encombrer avec des DCF ou reverse DCF. Oui, ça peut être bien, mais chacun prend à peu près ce qui lui semble correct. OK? Comme je l'ai dit hier, si je voulais, je dis hier, la vidéo concernant ici le concept ici des actions religieuses, si je devais renommer ma chaîne, je l'aurais appelé PER 15. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'achète une entreprise à un PER inférieur à 15, ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais acheté une entreprise à un PER de 25. Non, j'ai même déjà acheté des entreprises à des PER de 40. Mais le PER dépend de quoi? Des earnings. Or, les earnings, est-ce que les earnings, c'est 12 derniers mois ou bien les 12 prochains mois? Si ce sont les earnings ici des 12 derniers mois ou bien les 12 prochains mois, la question qu'on doit se poser, c'est au-delà de cette période-là, est-ce qu'on aura tendance à augmenter les marges? Dernièrement, j'ai vu que Bill Ackman a pris position sur Nike. Certaines personnes disent que oui, mais il est en train de faire une erreur. Est-ce que vous savez que Nike a un pricing power? Donc, le fait qu'il investisse sur Nike ici
Fait peut-être dire que vu que c'est un activiste, c'est quelqu'un qui va rentrer au conseil d'administration demander des changements, peut-être en matière d'efficience ici et derrière. Et je vous ai dit ici que Nike a des problèmes. Revenez sur la vidéo que j'ai faite sur Nike il y a plusieurs mois. Pas la vidéo quantitative parce qu'on s'en fout de ça. OK? Il y a une note d'analyse que j'ai faite sur Nike il y a très longtemps, qui est toujours d'actualité, où je parlais des problèmes de Nike. Et donc, son rôle ici, c'est rentrer au sein de le business, il rentre dans l'entreprise, il arrive au conseil d'administration, il demande des changements, il demande ici peut-être des coupes budgétaires, enfin des économies de coûts et peut-être une augmentation des prix. Ce qui pourrait faire à ce que Nike ait des marges plus élevées demain. Or, oui, vous allez me dire que la compétition est de plus en plus rude, mais tout dépend du marketing ici. Bref, continuons. Deux principes fondamentaux, comme je l'ai dit tantôt, la marge de sécurité et l'utilisation des fluctuations du marché afin de pouvoir ici acquérir des titres à des prix avantageux. Alors, bien que les principes de Graham semblent simples, leur application pratique reste un défi. Le livre offre une sagesse intemporelle en matière d'investissement, validée par de nombreux investisseurs à succès au fil des décennies. Je dis bien de nombreux investisseurs à succès. Donc toi qui dis que l'investisseur intelligent c'est un livre de merde, je veux dire, si 40 personnes qui ont eu tendance à avoir des performances plus élevées que le marché sur une période assez longue te disent le contraire, qui est-ce que je dois croire? Surtout pas toi. Et tu pourrais peut-être avoir raison dans ton... Tu pourrais ne jamais lire sur... Je connais des gens qui n'ont jamais lu un livre sur Ben Graham et qui s'en sortent plutôt bien. Ce n'est pas une obligation. OK? Donc, il faut également dire que selon l'édition de Jason Zweig, il y a des points forts comme des points faibles, ou bien des points positifs comme des points négatifs. Concernant les points positifs, les commentaires de Zweig clarifient souvent les concepts et apportent une valeur ajoutée significative. Concernant ici les points négatifs, la structure peut parfois être déroutante et l'utilisation répétée de l'exemple de la bulle Internet des années 2000 peut sembler redondante. Alors, il faut également mentionner une chose. L'appendice sur la version de 2003 concernant les super investisseurs de Graham et Doddsville présente un discours de Buffett en 1984 qui remet en question l'hypothèse de l'efficience des marchés. Je n'y crois pas du tout. Et je vous renvoie sur le livre ici de James Montier, sur tous les livres que James Montier a écrits. L'efficience des marchés n'existe pas. C'est un peu comme dire en économie que toute chose égale par ailleurs à une autre. Non. D'accord? Ou bien, enfin, non, pas ça. En économie, c'est l'homo economicus est rationnel. Or, ce n'est pas la vérité. L'homo economicus n'est pas... C'est qui l'homo economicus? C'est vous. D'accord? C'est toi. Tu n'es pas rationnel. Or, on a besoin de cette rationalité-là pour développer ici des modèles mathématiques. Parce que l'économie, la science éco, ce sont des maths essentiellement. Et j'ai fait des sciences économiques. Enfin, je n'ai pas eu un doctorat en sciences économiques. Je me suis arrêté à un niveau licence en sciences économiques précisément. Mais c'est un domaine qui, voilà, c'est pas pour rien. C'est pas de la science pure. C'est pas pour rien que la science économique, c'est quoi? Où est-ce qu'on classe encore la science économique? J'oublie à peu près dans quel secteur on le classe encore, parce qu'à l'université, c'était pas dans sciences pures, en fait. C'était à quel niveau encore? Bref, ça va me revenir sans doute. Mais les marchés ne sont pas efficients, excusez-moi. Celui qui vous a raconté ça vous raconte de la merde. L'hypothèse des marchés efficients est même encore remise en question par les personnes qui l'ont développé, qui ont pourtant gagné un prix. Je pense qu'ils ont eu un prix Nobel. Je prends Eugène Fama et je ne sais pas qui d'autre ici. Mais ça n'existe pas. Eux-mêmes, ils le mentionnent ici que c'est une théorie. D'accord? C'est une théorie. Bref, la vidéo n'est pas là pour critiquer les marchés efficients. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Pour moi, je sais que je ne suis pas rationnel en tant qu'être humain. Donc, je ne peux pas sous-entendre que l'hypothèse les marchés sont efficients. Donc, il faut également mentionner que l'appendice concernant les super investisseurs de Graham Doddsville met en lumière les performances exceptionnelles d'investisseurs comme Walter Schloss. Walter Schloss avait une particularité, il avait une centaine d'entreprises en portefeuille. Il ne rencontrait jamais le management et lui, il passait son temps uniquement à lire les rapports financiers. Donc, ceux qui vous disent qu'il vaut parfois moins d'entreprises, une vingtaine d'entreprises en portefeuille pour gagner de l'argent à long terme, ça ne se vérifie pas avec Walter Schloss. OK?
Il avait une très bonne performance. Vous avez également Tom Knapp. Vous avez également Bill Hwan de Hwan Conniff et Goldfarb. Excellent fonds d'investissement. Excellent hedge fund, basé essentiellement sur la qualité. Et vous avez également Warren Buffett lui-même. Tous formés par Graham. Et ce n'est pas que ça. Donc, vous dites ici que si Graham forme des gens qui démontrent des compétences intéressantes à long terme, ça veut dire ici que la méthodologie, elle est bonne. La philosophie, elle est bonne. Oui ou non? Donc, troisième point ici, l'appendice démontre la validité persistante des principes de Graham pour générer des rendements supérieurs sur les marchés financiers. En conclusion, l'investisseur intelligent reste une lecture essentielle pour tout investisseur sérieux, offrant des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui continuent d'influencer les stratégies d'investissement modernes. En fait, vous n'avez pas besoin de 400 000 livres en matière d'investissement. 2, 3 suffisent en fait. Vous avez très vite fait le tour. Le reste, c'est juste de la répétition. Et comme je l'ai mentionné ici, l'appendice concerne les super investisseurs de Graham and Doddsville. C'est un discours ici de Warren Buffett, mais en réalité, ici, vous pouvez le voir, je vous encourage à aller rechercher, tapez juste sur Internet The Super Investor of Graham and Doddsville, vous mettez à côté PDF, vous allez retrouver l'information. D'accord? Par exemple, présentement, je suis sur CS Investing, un excellent blog que je suis depuis au moins une dizaine d'années. Et vous allez retrouver cet article à ce niveau-là. Je vous encourage vivement à le lire. D'aucuns pensent que ce qui a été dit en 1955 ne se vérifie pas en date d'aujourd'hui. Pourtant, c'est extrêmement faux. Vous n'avez rien créé en matière d'investissement aujourd'hui. La psychologie reste la même. L'euphorie est la même. La dépression est la même. Okay? Le comportement des investisseurs face à des actions croissantes est la même. Et le comportement des investisseurs face à des actions décroissantes est la même. Ça ne change pas du tout. Bon, ne me croyez pas, qui suis-je? Je ne suis qu'un petit YouTuber avec moins de 20 000 abonnés qui fait parfois moins de 100 vues alors qu'il a 15 000 abonnés. Tout simplement parce que je choisis de parler des choses qui, moi, m'intéressent. Si ça ne vous intéresse pas, ça, c'est votre problème. Parce qu'avant tout, cette chaîne c'est avant tout un journal de bord. D'accord? Ça ne concerne que moi. S'il y avait une seule personne qui devrait regarder ces vidéos, c'est uniquement moi. OK? Mais si ça vous aide, tant mieux. Comme je l'ai toujours dit, ici, on apprend à faire du stock picking sérieusement. Le sérieusement ne sera pas glamour. Ça ne sera pas non plus facile. Et je ne vous ai jamais dit que c'était facile. Et ça ne sera jamais facile. Parce que si vous pensez, tout ce qui est facile devrait vous encourager à vous poser 1 milliard de questions. La méthodologie, peut-être derrière, on pourrait vous mâcher le travail ici, mais rien n'est facile en matière d'investissement. D'accord? Rappelez-vous, jusqu'au 31 mois de janvier 2025, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest. Et pour ceux qui sont intéressés par le service d'accompagnement, vous pouvez réserver un appel et on en parle. Je sais, parfois, les gens me posent la question, oui, mais Thierry, pourquoi tu ne mets pas le prix une fois ou bien pourquoi tu ne mets pas tout ce qui est inclus à l'intérieur? Tous ceux qui vont rentrer dans l'accompagnement, je préfère avoir une discussion avec eux avant. Ce n'est pas dans le but de vous convaincre, non, pas du tout. Parce que si vous réservez déjà un appel, ça veut dire que vous êtes intéressé par un accompagnement. Et maintenant, vous avez peut-être des questions au-delà de cet accompagnement. Comment est-ce qu'il va se dérouler? Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que j'ai envie de rentrer des gens dans le programme. J'ai envie de rentrer uniquement des personnes passionnées. Parce que je sais à quel point c'est important. Si vous n'avez pas de temps, achetez un ETF. C'est important. D'accord? Bref. Dites-moi ce que vous pensez de ces reviews. Je pourrais faire des reviews ici de livres que j'ai eu tendance à lire par le passé. Et quand je dis que j'ai lu à peu près, pour être gentil, une bonne vingtaine. D'accord? Et je sais une chose, c'est qu'on a très vite fait le tour. Il n'y a pas 40 livres qui vous marquent en fait. On a très vite fait le tour en matière d'investissement. Après, vous allez vous rendre compte que vous accumulez plus de connaissances quand vous allez en dehors de tout ce qui concerne l'investissement pur. Par exemple, il y a un livre sur les semi-conducteurs ici qu'on appelle Chip War. J'adore ce livre-là. Il est magnifique, c'est celui que je suis en train de lire présentement. Je vous ai parlé ici du livre concernant ici Engine That Move the Market.
qui est un livre sur l'innovation technologique et l'impact que ça a souvent en bourse et l'euphorie qui vient avec chaque innovation technologique. Ça me permet ici d'observer patiemment tout ce qui se passe avec Nvidia, machin truc. C'est déjà arrivé par le passé. C'est rien d'étonnant en date d'aujourd'hui. Donc, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais tu as raté une opportunité. » Non. On ne rate jamais des opportunités d'investissement. Excusez-moi. D'accord? Il y en aura toujours. Il y aura toujours une opportunité d'investissement quelque part. OK? Le plus important ici, c'est de garder un laser, c'est garder les yeux rivés sur les objectifs financiers qu'on se fixe. Et si ce n'est pas le cas en 2025, s'il te plaît, n'investis pas sans objectif financier. C'est le meilleur moyen de payer de l'argent à long terme. Oui, tu as acheté une entreprise, mais tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas quel est le rendement que tu voudrais obtenir pour atteindre ces objectifs financiers. Et d'abord, ces objectifs financiers dépendent de quoi? Est-ce que c'est pour est-ce que c'est pour payer une nouvelle maison? Est-ce que c'est pour, c'est pas moi, faire le tour du monde, etc., etc. En tout cas, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Un like, un abonnement, un commentaire. N'oubliez pas, en description de la vidéo, certes, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest, mais également, vous avez la Top Newsletter, où je partage vraiment des réflexions pareilles. Parce que pour moi, je pense que les chiffres ne vont pas vous amener très loin en bourse, surtout en matière de stock picking. Doutez, vous pouvez douter comme vous voulez, mais vous allez me donner raison plus tard. Et ça, j'en ai la certitude. OK? Ceux qui font du stock picking, ou bien ceux qui ont commencé à faire du stock picking, il y a 3 ans, ça se passe bien pour vous, les chiffres, c'est bien, vous appelez ça analyse fondamentale. Mais je sais que les chiffres vous permettent de commencer, mais ça ne vous permet pas de tenir à long terme. C'est important. Mais la psychologie joue énormément. Et la compréhension, et la psychologie et la compréhension du business model ou bien des entreprises ainsi que les secteurs dans lesquels vous avez décidé d'investir, ça vous permet ici d'être plus serein quand le marché se retourne. Et il va se retourner. Ça, c'est une certitude. Bref, j'ai trop parlé. Je fais quoi? 32 minutes pour ce genre de vidéo-là? Mais bon, c'est le genre de vidéo que moi, je préfère. D'accord? J'aurais peut-être pas 4 milliards de vues ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je suis avant tout un passionné. Je donne ce que j'ai à donner ici et vous prenez ça comme vous voulez. C'est la raison pour laquelle je recherche uniquement des passionnés dans la plupart des services que je propose. Et si vous avez un doute par rapport si vous avez une question par rapport à un quelconque de à certains de ces services-là, vaut mieux booker un appel afin de ne pas avoir des attentes des attentes démesurées. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés au Top Premium qui s'attendaient à quelque chose qui est totalement quelque chose qui est totalement ici, je veux dire, l'opposé de ce qu'ils attendaient. On va le dire comme ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, mais je pensais que tu allais tout développer ou bien tu allais me donner à manger et je n'allais rien avoir à faire. Non, dans le Top Premium, les entreprises, par exemple, que je mentionne, c'est uniquement des notes données, je fais le suivi derrière, mais ça ne veut pas dire que tu ne lis pas tes rapports financiers. Si tu ne veux pas lire tes rapports financiers ici, je ne pense pas que ce soit le service qui soit adapté pour toi. Parce que je veux avant tout des gens qui pensent pour eux. Pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est parce qu'en période de difficulté, et je sais que ça va arriver, ceux qui n'ont pas lu le rapport financier seront les premiers à dire « Mais est-ce que je dois encore garder cette entreprise-là? Tu avais dit que, tu avais mentionné, tu avais fait ci. » Non, 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 non. Pensez par vous-même. D'accord? Et pour commencer à penser par soi-même, il faut déjà s'éduquer. D'accord? Lisez vos rapports financiers. Et si vous avez des doutes par rapport à un service que Top Invest propose, commencez par lire l'investisseur intelligent avant de vous faire un avis. D'accord? C'est très important. Bref, un like, un abonnement, un commentaire. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Bonne année 2025. Merci.